J'apporte une précision. Donc la Cour administrative d'appel a effectivement renversé le jugement, mais parallèlement, il y a une autre Cour administrative d'appel à Paris qui a soutenu la laïcité. Donc la question est complètement pendante à l'heure actuelle. Je passe la parole à Philippe Joulin pour l'Union locale Force ouvrière. Oui, bonjour. Alors j'ai l'avantage ou le désavantage de finir le dernier. Bon, je commencerai par remercier les instigateurs, les initiateurs plus exactement de ce colloque, à savoir le groupe de libre pensée de Saint-Nazaire, ainsi que la section locale nazérienne de la Ligue des droits de l'homme. Bon, je vais essayer d'éviter de répéter ce qui a déjà été dit et de trouver et de faire une approche, puisque j'interviens au nom de la CGT Force ouvrière, je vais essayer de faire une approche plutôt syndicale du problème. Je commencerai par rappeler quelques dates repères qui vont, à mon avis, sont déjà assez parlantes en elles-mêmes. Dates repères pour pointer le départ du combat laïque et parallèlement le combat syndical. Alors, en 1881-82, ce sont donc les lois scolaires qui instituent l'école publique laïque obligatoire. En 1884, vous voyez, on est sur une période très très rapprochée, à mon avis, c'est pas un hasard. Je soutiens même que c'est pas un hasard du tout. En 1884, c'est la loi Waldeck-Rousseau, loi qui légalise les syndicats ouvriers en France, parce qu'il y avait déjà des syndicats ouvriers avant 1884, mais ils étaient illégaux, puisqu'on était toujours sous la coupe, si j'ose dire, de la loi Le Chapelier de 1791, qui interdisait aux associations d'ouvriers, justement, d'exister. En 1895, donc vous voyez encore une période, toujours dans la même période, c'est le congrès fondateur de la Confédération Générale du Travail, CGT, à Limoges, Confédération Générale du Travail, dont est issue la CGT Force ouvrière. 1901, c'est une loi importante également, également du même Waldeck-Rousseau, c'est la loi des associations. Loi importante parce qu'on a beaucoup parlé à juste titre de la loi 1905, mais la loi 1905, elle n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la loi 1901. En effet, la loi 1901, c'est elle qui a défini la notion de sphère publique et de sphère privée, et c'est quelque chose de très important. Ensuite, en 1906, encore un événement important, de mon point de vue en tout cas, c'est le congrès d'Amiens de la CGT, avec notamment la charte d'Amiens. J'y reviendrai. Donc maintenant, comment s'est positionné dans ce combat, à la fois pour les libertés collectives d'une part et pour la liberté, la laïcité institutionnelle d'autre part, comment s'est positionnée la CGT Force ouvrière? Alors, en ce qui concerne les libertés collectives, la liberté pour la CGT-FO, ça va de pair avec l'indépendance. Et je dirais que la liberté, c'est pour notre confédération syndicale, c'est un peu dans notre ADN, si j'ose dire, comme on dit maintenant, puisque l'un des slogans de FO, c'est justement FO, la force en liberté. Alors, l'indépendance, qu'est-ce qu'on entend par là? La question, elle date pas de maintenant, hein, elle date justement du début du syndicalisme, puisque à l'intérieur même de la CGT s'est vite posé la question, à tel point qu'en 1906, dans un texte, donc au moment du congrès confédéral de la CGT 1906 qui se tenait à Amiens, voilà le texte qui est sorti. La CGT groupe en dehors de toute école politique tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué de participer en dehors du groupement corporatif. Alors le groupement corporatif, c'est-à-dire, c'est le syndicat en fait, hein, à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander en réciprocité de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe en dehors. Donc vous voyez, la charte d'Amiens,
c'est l'affirmation de l'indépendance totale du syndicat vis-à-vis des partis politiques. Et c'est aussi l'affirmation, par voie de conséquence, que le syndicat ne saurait être une courroie de transmission de quelque parti que ce soit. Je ferai remarquer également que la charte d'Amiens, quand elle dit par exemple que la lutte devrait être menée, la lutte syndicale, devrait être menée jusqu'à la disparition du salariat et du patronat, c'est un objectif clairement révolutionnaire. Donc voilà, en ce qui concerne la position de, si vous voulez, FO par rapport à la question des libertés. Par rapport à la question de la laïcité, donc je ne vais pas reprendre, disons que la CGT Force Ouvrière, qui est née donc d'une scission en 1947, une scission à l'intérieur de la CGT, elle reprend à son compte quand même tout le combat laïque qui a été mené au sein même de la CGT avant 1947. Et vous savez que dès les débuts du syndicalisme, les enseignants avaient pris leur place dans les syndicats ouvriers, et ils étaient à la tête du combat laïque pour justement faire en sorte que la loi 1905, d'abord, elle existe, et deuxièmement, qu'elle s'applique. Alors, là, donc le combat laïque s'est mené, notamment, je vous dis, à travers plus spécifiquement les instituteurs laïques, et c'était pas rien, notamment dans certains coins très réactionnaires comme la Bretagne, etc. L'instituteur laïque arrivé dans les campagnes, c'était l'instituteur de l'école du diable. J'ai eu des anciens collègues qui m'ont raconté des choses. Moi, j'ai pas connu ça personnellement, mais c'était assez chaud par endroits. Ils étaient très mal venus. Ensuite, dans l'histoire de la laïcité, bon, il y a eu le triste épisode de Vichy, avec Pétain, etc. Des pans entiers de la loi 1905 ont disparu à cette époque. Et certains, d'ailleurs, n'ont même pas été remis après. Bon, ceci dit, il y a eu ensuite, en 1946, grâce au Conseil national de la résistance, il y a eu l'inscription dans la Constitution de 1946 de la laïcité. Ça a été évoqué par Guy Texier tout à l'heure, ça. Et donc, la laïcité est devenue véritablement institutionnelle à partir de 1946. Alors, un épisode un peu moins bon, même carrément moins bon, c'est la loi Debré de 1959. Il y en a été question dans le film. Alors, pour moi, c'est la mère vraiment de toutes les lois anti-laïques. C'était une violente attaque frontale, contre le camp laïque, on peut le dire, contre la laïcité, puisque cette loi Debré permet tout simplement que l'État ou les collectivités locales peuvent subventionner en toute légalité, je répète, l'enseignement catholique et confessionnel. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai appris ça par la libre pensée, à l'heure actuelle, par exemple, chaque année, ce sont 10 milliards d'euros qui sont ainsi détournés, 10 milliards d'euros qui viennent de la poche des contribuables, et des contribuables qui ne sont pas forcément catholiques tous, loin s'en faut, et qui s'en vont vers les écoles privées confessionnelles à 97% catholiques. Bon, alors, donc la loi Debré a suscité quand même une très vive réaction du camp laïque à l'époque, notamment, vous avez entendu parler de ça, du fameux serment de Vincennes en 1960. Alors le serment de Vincennes, à Vincennes avait été organisé une grande manifestation, alors je ne sais plus combien il y avait de personnes, mais c'était un nombre, une manifestation monstre, et pour appeler à cette manifestation, il y avait eu une pétition qui avait mobilisé pratiquement 11 millions de pétitionnaires, 11 millions. Et le texte de la pétition, c'était en gros, c'était simple, c'est à école publique, tous les fonds publics. C'était ça Et les organisations laïques de l'époque, alors qui étaient réunies dans le CNAL, vous aviez la Ligue de l'enseignement, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, je pense, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois, des fédérations d'enseignants comme la FEN, les DDEN, donc il y a un porte-parole ici,
Et je pense qu'il y avait des syndicats FO et CGT, hein, donc il y avait vraiment une mobilisation très large, très unitaire, avec une détermination très simple que le combat pour justement l'application intégrale de la loi de 1905 serait mené jusqu'au bout. Mais malheureusement, cette bonne résolution n'a pas duré longtemps, puisque, on va dire, à la mi-temps des années 60, dans les années, oui, en gros, 64-65, le camp clérical, l'Église catholique, pour ne pas la nommer, a complètement changé de stratégie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir mener une attaque frontale contre les laïcs, elle a décidé, au contraire, d'infiltrer le camp laïque. Elle a infiltré le camp laïque. Alors, elle a inventé le concept de laïcité ouverte, ou laïcité plurielle, plus tard, on a dit. Ou Sarkozy appellera ça laïcité positive. Il y a eu tous les noms possibles. Bon, déjà, laïcité ouverte, ça fait un peu, c'est assez curieux comme terminologie. Ça laisse supposer en creux que la laïcité normale, si j'ose dire, elle n'est pas ouverte, justement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle, j'étais dans l'enseignement, les tenants de la laïcité ouverte nous traitaient de laïcards, de ringards, de bornés, etc., d'intolérants. Je reviens à cette notion de tolérance, qui n'est pas une notion laïque, la tolérance, c'est une notion religieuse. Faut pas oublier ça. Et celui qui tolère, c'est celui qui est en position haute. Hein. Il peut, à tout moment, c'était dit dans le film, arrêter de tolérer. Donc c'est vraiment tout sauf de la laïcité, ça, la tolérance. Donc, voyez-vous, il y a eu donc cette opération laïcité ouverte qui a semé le trouble dans le camp laïque, il faut bien le dire. Le CNAL, dont le Comité national d'action laïque, s'est complètement disloqué. Mon organisation syndicale l'a quitté dans les années 70, je ne sais plus la date exacte, et puis il y en a d'autres qui l'ont quitté quand ils ont vu l'allure que ça prenait. C'est-à-dire que la laïcité, c'était considéré comme un truc passéiste, etc. Bon, donc il y a eu alors, à part peut-être justement la libre pensée à qui on doit tirer notre chapeau, parce que c'est vraiment c'est ceux qui ont vraiment maintenu le combat laïque jusqu'au bout. Hein. Ils ont eu du mérite parce que par moments il n'y avait pas grand monde avec eux. Hein. Donc depuis quelques années quand même, notamment sous Sarkozy, mais c'est pas grâce à Sarkozy justement, mais là, Sarkozy ayant poussé le bouchon tellement loin, le bouchon de la laïcité positive, comme il disait, puisque lui, il allait jusqu'à dire que pour un enfant, ce qui comptait le plus, c'était pas son instituteur, c'était son curé, en gros. Hein. Et donc, là, il a poussé le bouchon tellement loin que le camp laïque s'est un peu ressaisi. Et je me félicite que d'ailleurs, en témoigne, puisque cette année, on a le 110e anniversaire de la loi de séparation des églises et l'État de 1905, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs organisations qui appelaient. Il n'y a pas simplement la Libre Pensée, il y a la Libre Pensée, bien sûr, il y a aussi, je crois qu'il y a la Ligue de l'enseignement, je ne me trompe pas. Je sais que ma confédération, donc la confédération CGT Force ouvrière et Appel, escalité, donc c'est quand même, vous voyez, ça commence à prendre de l'allure. Donc c'est ce qui me fait dire que le camp laïque, on est dans un mouvement de reconquête de la laïcité institutionnelle. Bon, maintenant, un dernier point que j'ai à cœur sur lequel j'ai à cœur d'intervenir, c'est la laïcité et le code du travail. Alors, ça a été évoqué à mi-voix tout à l'heure, l'affaire de Babilou, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, ça remonte ça avait été médiatisé. Hein. Voilà comment ça s'est passé. Il y a donc, c'était une crèche patronale, c'est une crèche d'entreprise, si vous voulez, si vous voulez, le rôle c'était de garder les enfants des employés de l'entreprise. Dans les Yvelines, je crois, qui a licencié sa directrice adjointe. Ils ont licencié la directrice adjointe au motif qu'elle n'avait pas respecté un point du règlement intérieur qui concernait le fait qu'il fallait respecter la laïcité.
c'est dans le règlement intérieur. Sauf que premièrement c'est faux, parce que quand la fille a été embauchée, c'était pas dans le règlement intérieur, donc ils ont rajouté ça après. Et secondo, une crèche d'entreprise, on n'est pas dans la sphère publique, on n'est pas dans des bâtiments. Donc quand on est dans une crèche d'entreprise, on est dans le privé, on est dans l'entreprise, ni plus ni moins. Donc les droits des travailleurs n'ont pas à être restreints au nom d'une prétendue laïcité. Alors du coup, là c'est une imposture laïque. Si vous voulez, on prend prétexte de quelque chose, d'une application étendue de la laïcité pour limiter les droits d'une salariée dans une entreprise. Alors autant, en ce qui me concerne, je sais que je fais de la défense prud'homale, autant je défendrai quelqu'un qui, je ne sais pas, mettons, autant je ne défendrai pas quelqu'un qui, par exemple, un instituteur qui, je ne sais pas, qui viendrait avec une grande croix enseigner devant ses élèves, ou la kippa ou le voile islamique, autant je défendrai un salarié du privé à qui est viré parce que son patron lui reproche d'avoir la croix ou la kippa ou le voile. Hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est toute la différence entre sphère publique et sphère privée. Donc, autrement dit, ce qui est quand même important à dire là-dedans, c'est que ça a été évoqué par, je ne sais pas, un des intervenants tout à l'heure, l'extension de la laïcité à toutes les sphères, si j'ose dire, y compris à la sphère privée, ça devient, du coup, liberticide, quelque part. C'est ça. Alors donc, oui à la laïcité institutionnelle telle que l'a prévue la loi de 1905, et il faut s'en tenir là, mais on n'a pas à vouloir étendre ce principe-là, finalement, on le dégomme quelque part. Voilà. Ben, je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Merci.